RFM Midi. On est le vendredi 27 septembre 2024. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles au programme de la Radio Futur Média. Il est 12h, voici le journal. La recherche de l'or qui tourne au drame pour 2 personnes à la quête de ce précieux métal. La catastrophe s'est produite hier soir dans la zone aurifère de Kédougou. Les exigences des économistes sur la sortie hier du Premier ministre Ousmane Sonko, qui accuse le régime sortant d'avoir englouti près de 2000 milliards de francs CFA sans aucune traçabilité. Ils interpellent le Fonds monétaire international. Législative du 17 novembre prochain, tractation très serrée à 24 heures du début du dépôt des listes. Plusieurs prétendants pour peu de postes de députés. Les partis et autres mouvements politiques qui battent le rappel des troupes en vue de ces législatives. C'est le cas de l'APR où l'on note quelques défections. Ali Ngouille, dont la candidature a été annoncée au nom de son parti, PSD Ngari, s'est finalement désisté. Il a fait savoir dans son communiqué qui nous est parvenu ce matin. Point de vue sur la sortie justement du gouvernement hier relatif à la situation du pays. Nous en parlerons en fin de journal, mais avant cela, vous aurez les actualités internationales, mais également la page des sports. Mesdames et messieurs, bonjour. À la technique Aliouaba. Je vous le disais dans le sommaire, 2 personnes sont mortes hier soir dans un éboulement au village de Djagiri. C'est situé dans la commune de Dimboli, c'est dans le département de Kédougou. Ce drame est le 1e du genre dans cette zone. La correspondance d'Ibrahima Diabahate. 2 morts, c'est le bilan d'un éboulement survenu au village aurifère de Djagiri, localité située dans la commune de Dimboli, sur l'axe Kédougou-Bembo. Les 2 victimes, tous âgés de 25 ans, étaient des ressortissants maliens et guinéens. C'est aux environs de 19 heures que l'irréparable s'est produit alors qu'ils se trouvaient à l'intérieur des tranchées. Alertés, les éléments de la brigade de gendarmerie territoriale de Kédougou se sont déployés sur les lieux pour les constats d'usage. Les corps sans vie ont été acheminés à la morgue de l'hôpital régional Ahmad Dansoko de Kédougou. Il faut cependant rappeler que dans cette période d'hivernage, les risques d'éboulement sont bien réels au niveau des nombreux sites d'orpaillage disséminés dans la région. Surtout les sites abandonnés par les semi-mécanisés qui font l'objet d'exploitation par des orpailleurs clandestins. Ibrahima Diabahate, Kédougou, RFM. Ibrahima Diabahate, merci. Nous restons toujours dans cette localité de Tambacounda. C'est pour parler donc des dégâts énormes constatés au lendemain des fortes pluies qui se sont abattues justement dans la localité. Les populations de Sariguidel, un quartier de Tambacounda, sont les plus impactées. Leur cri du cœur dans cette réaction de leur porte-parole, il s'appelle Tamsir Thiam, que nous écoutons au micro de Pape Ousseynou Diallo. Au nom du délégué de quartier de Sariguidel et de sa population, nous lançons un cri de cœur pour évacuer l'eau stagnante sur les radiers, surtout celui qui est devant la grande mosquée de l'imam Sané, devant le poste de santé et la pharmacie. Malgré de nombreuses sollicitations à nos autorités compétentes, jusqu'à présent, pas de solution. Et vraiment, nous en souffrons. Et nous demandons aide sur cette situation, car ça rend la route principale impraticable. De l'aide également demandée par les sinistrés de la ville sainte de Touba. Au moins 400 personnes recasées et prises en charge par le comité Yunatum Liman Nazamaho, mis sur pied par le khalife général des Mourites, selon Murtala Sey, membre de la commission administration. Les recensements et les appuis se poursuivent en attendant les données officielles. Serigne Murtala Sey, membre de cette commission que nous allons écouter au micro de Papa Balagay. Dans le démarrage de la distribution des aides, déjà sur la base des échantillons, donc il y a le démarrage de la distribution des aides, il y a également le démarrage de recasement, actuellement avec la cité qui a été mise en pied, je ne disais pas la cité, mais plutôt des dispositifs pris en charge par Touba Tchakanam et reversés au comité du Natum. Nous avons déjà des personnes recasées. Plus de 400 personnes sont recasées, sont prises en charge également, aussi bien pour la nourriture, pour l'alimentation, dans tous les domaines. Nous avons également des familles qui ont été recasées dans des domiciles bien déterminés, car les enquêtes que nous faisons auprès des sinistrés nous permettront de voir les types de familles, les types de logements qui conviennent à chaque catégorie. Combien de familles environ? Il y a plusieurs familles. Je n'ai pas les chiffres par département, mais déjà pour le site de Wolu, nous avons plus de 400 personnes qui ont été recasées là-bas. Pour les autres sites, les domiciles
recensé et qui accueille des personnes. Là, il faut également dire qu'il y a beaucoup d'autorités religieuses, il y a également beaucoup de personnes, je dirais des particuliers, qui ont volontairement accepté de mettre à disposition leur domicile pour accueillir les solutions. Il est 12h passées de 5 minutes. Merci de rester fidèle à la radio Futur Média. RFM, la radio de toute l'actualité. La situation financière catastrophique du Sénégal, on en parle. Le nouveau régime a accusé le président Macky Sall d'être à l'origine de la situation. La parole à des économistes qui expliquent et qui demandent au FMI, au Fonds monétaire international, de s'expliquer sur la non-traçabilité d'une dette de plus de 1800 milliards de francs CFA. Voici le dossier concocté par Seydou Nourouba. Magaye Gaye, économiste et ancien de la Banque ouest-africaine de développement, n'est pas surpris de la situation financière décrite comme catastrophique par le régime en place. Depuis très longtemps, j'ai alerté sur des taux de croissance surévalués, bien entendu en relation avec le FMI. J'ai alerté également par rapport à certains déséquilibres macroéconomiques. Vous savez qu'aujourd'hui, lorsque la dette du Sénégal, n'est-ce pas, dépasse les 80% contre un seuil de convergence de 70%, ça veut dire que nous avons très mal géré, d'autant plus que nous avons aujourd'hui, d'après le dit fait, non pas seulement par les autorités, mais il faut dire à l'appui, il y avait l'inspection générale des finances, mais également la Cour des comptes. Docteur Seydina Oumar Sey, économiste, pense qu'il y a lieu de se poser un certain nombre de questions. Bon, au demeurant, en fait, les interrogations désormais, c'est comment, par exemple, c'est possible de pouvoir falsifier et manipuler des chiffres de comptabilité publique, entre autres budget et finances, si vous voulez. Donc, il faut remonter l'historique de la falsification des chiffres, car dans de nombreux pays, les gouvernements ont été tentés de falsifier des chiffres économiques pour masquer bien entendu des détournements de fonds et des actes de corruption. Donc des exemples tels que le Zimbabwe dont les dirigeants ont manipulé les statistiques économiques pour dissimuler l'hyperinflation, et également le Venezuela où les rapports exagérés ont caché l'ampleur de la crise économique. Plus de 1812 milliards de francs CFA d'endettement non retracé, c'est tout simplement grave, selon Magaye Gaye, qui soutient que le FMI doit s'expliquer. Je l'ai dit depuis très longtemps, le FMI doit s'expliquer. Nous, lorsqu'on était à la Banque ouest-africaine de développement, lorsqu'un État venait nous demander un financement ou une entreprise privée, on faisait ce qu'on appelle des évaluations. On ne prenait pas tout ce qu'ils nous disent comme argent comptant. D'autres économistes ont été surpris des chiffres avancés par le premier ministre Ousmane Sonko. Certains ont même fait état de stupéfaction, préférant attendre y voir plus clair pour pouvoir se prononcer. Seydou Nourouba, merci. L'ancien ministre et ancien directeur général de la LONASE, la Loterie nationale sénégalaise, Lat Diop, a été placé sous mandat de dépôt hier. Il est poursuivi par le parquet judiciaire financier pour détournement de deniers publics, extorsion de fonds et blanchiment de capitaux. Mais ses avocats campent plutôt contre se battre pour une audition sur le fond en vue d'une liberté provisoire. Il dénonce par ailleurs de supposées bizarreries dans le dossier. Écoutons l'un d'eux, Maître Alun Badrafal, son nom. Il est interrogé par LH Ndiogoyen. C'est d'essayer d'avoir une date d'audition au fond le plus rapidement possible afin de puisse être entendu sur le fond de l'affaire et après déposer une demande de mise en demeure. C'est incompatible parce qu'on ne peut pas quand même poursuivre quelqu'un pour extorsion de fonds en même temps, le poursuivre également pour détournement de deniers publics. Parce qu'il se pose un problème quand même de l'origine des fonds. Parce que quand on parle de détournement de deniers publics, ça veut dire que les fonds appartiennent à l'État ou bien à un établissement public. Donc, quand on parle d'extorsion également après de fonds, l'extorsion de fonds, c'est quand même le fait de soutirer à quelqu'un des fonds sous la contrainte ou sous la menace. Donc aujourd'hui, on ne peut pas quand même poursuivre ces deux infractions-là pour une seule personne. Ces deux infractions sont incompatibles pour Mohamed Dieng. On n'a jamais été présent pour être confronté à notre client, le sieur Lat Diop, qui a quand même nié toute le provenant du sieur Mohamed Dieng. Donc aujourd'hui, c'est un problème. Parce qu'une personne qui accuse quand même une personne d'extorsion de fonds, ou bien de lui avoir remis comme une de l'argent, cette personne, on l'appelle pour qu'elle puisse être confrontée au sieur Lat Diop. Et cette personne ne doit même pas comparaître dans une procédure quand il y a un accusateur. Cet accusateur doit être quand même entendu et confronté quand même au mis en cause. Or, le sieur Mohamed Dieng n'a jamais quand même daigné comparaître pour être confronté au sieur Lat Diop. Ce qui est bizarre, c'est le sieur Mohamed Dieng qui est à la base de toutes ces poursuites. C'est lui qui a dit
il a remis de l'argent au sieur Lat Diop. Lat Diop a nié quand même avoir reçu cette somme de la part du sieur Mohamed Dieng. Donc dans ces circonstances, comment on peut poursuivre quand même le sieur Lat Diop pour détournement de deniers publics alors que l'origine quand même des fonds ne provient pas quand même d'un établissement public ou de l'État. La LONASE n'a pas déposé de plainte dans cette affaire. La LONASE ne s'est pas constituée partie civile jusqu'à présent dans cette affaire. Et il n'y a aucun rapport d'audit aujourd'hui qui épingle le sieur Lat Diop pour détournement ou bien pour malversation. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Midi. Chertidiane Diagne. Ali Ngouille Ndiaye se désiste. Le président du PSD Ndiarigne ne participera pas aux élections législatives du 17 novembre prochain. Dans un communiqué qui nous est parvenu ce matin, l'ancien ministre de l'Intérieur, sous Macky Sall, dit avoir rencontré des partis de l'opposition et du pouvoir, mais plusieurs facteurs liés à un consensus fort au temps et de l'absence de convergence de vues ont poussé à cette décision. Ali Ngouille Ndiaye, dont le communiqué nous est parvenu, je vous le disais tantôt, invite par ailleurs ses militants et autres sympathisants à voter massivement le 17 novembre prochain sans donner de consigne de vote. Moustapha Diop, maire de Louga, était hier l'absent le plus présent à la réunion départementale de l'APR, une absence qui intrigue le président du conseil départemental Amadou Mbéri Silla, par ailleurs membre du parti. Il s'est prononcé au micro de Nafissat Ndiaye. C'est le leader de l'APR, Macky Sall, qui a convoqué cette réunion par le biais d'un des responsables du parti. Donc tous ceux qui étaient avec lui devraient être présents aujourd'hui. Moi, en tant que coordinateur départemental, j'ai appelé tous les responsables. Je leur ai aussi envoyé des messages. Un de ces responsables a tenu une réunion hier. Il compte aller aux élections sous sa propre bannière. D'ailleurs, il a déjà nommé son député et pourtant, Macky Sall a tout fait pour lui. Je salue l'initiative du parti PASTEF qui compte fermer ses portes à tous les transhumants, même à ce maire-là qui a tenté de le rejoindre, mais en vain. Le maire de Meké, qui annonce sa candidature aux législatives, préconise une assemblée nationale de rupture capable de légiférer et de prendre les bonnes décisions. Maguette Wade, par ailleurs coordonnateur de la coalition Takku Liggéey Sénégal, s'est exprimé sur la question lors de la mise en place de sa coalition. Écoutons-le des propos recueillis par Cheikh Anta Diop. S'il n'y a pas d'emploi, s'il n'y a pas de richesse, s'il n'y a pas de moteur de croissance, mais ils vont partir. Partout dans le monde, quand vous allez, dans les institutions les plus prestigieuses au monde, vous trouvez des Sénégalais. Mais dans les marchés les plus catastrophiques également de l'Afrique, vous trouvez les Sénégalais au premier rang. Dans les rues de New York, de Paris, de Johannesburg, vous trouvez des Sénégalais. Il faudrait retenir, et c'est pourquoi cette jeunesse constitue une force, les former, les encadrer, mais leur donner confiance. Ils partent parce qu'ils n'ont pas confiance. Et si le gap se creuse, ils partiront davantage. Et quand ils partiront, nous perdons de la force vive, parce que beaucoup vont mourir. Nous avons des solutions. Mais les solutions, ce n'est pas des solutions à l'exécutif, ce n'est pas être dans les ministères, c'est être là où on légifère, les bonnes lois, là où l'on demande l'application des bonnes lois, là où on pose les vrais problèmes, là où le Sénégal se fait entendre, le Sénégalais lambda, le Sénégalais de Fongolémi, le Sénégalais de Ngaye Mékhé, là où il peut se faire entendre, c'est au Parlement. Et nous voulons que les populations du monde rural, les déshérités, les laissés pour compte, les gens qui vivent des inégalités frappantes, les pauvres, parce qu'au Sénégal, il y a une pauvreté extrême. Il y a des gens qui ne mangent pas les 3 repas. Ce n'est pas par des groupements financiers, par des lobbies, par de la politique politicienne que nous y arriverons. Et il y a trop de politique dans ce pays. Nous passons beaucoup de temps à faire de la politique et nous passons moins de temps à travailler. Il faudrait que l'on prenne notre destin en main. Il faudrait que l'on refuse le diktat des plus forts. Nous demandons aux Mécois et aux Adjor et aux Sénégalais de compter sur nous. Voilà, à l'instant donc, le maire de Meké, par ailleurs, il a annoncé donc sa candidature pour les prochaines élections législatives prévues à la date du 27 ou alors 17 novembre exactement. Justement, traction très serrée, et cela à 24 heures du début des dépôts des listes, plusieurs prétendants pour peu de postes de députés. Ça avance pour les tractations, avec des difficultés liées à la répartition des quotas pour la constitution des listes pour les législatives. Plus de 100 partis politiques et mouvements dont la coalition Takku Wallu Sénégal, dans laquelle on peut trouver APR, PDS réunis. Selon Benoît Sambou, chargé des élections de l'APR, les choses avancent bien et sûrement. Donc
comme vous le savez, donc c'est pas des situations faciles à gérer, que les gens sont dans des négociations, des tractations, mais nous avons pour espoir que l'opposition de manière globale va trouver des solutions, notamment dans les intercoalitions, où vraiment on aura besoin de mobiliser donc toutes les forces vives de la nation, vraiment pour construire une majorité capable et susceptible donc de faire face donc à certaines dérives constatées dans la gestion du pouvoir. Une autre coalition. Vous avez le Parti socialiste, vous avez l'AFP, vous avez également le pôle de gauche, vous avez le CPJE de Diop Sy, le mouvement Demain c'est maintenant de Mamoudi Brekan. Des partis de la gauche plurielle qui s'allient à Amadouba de la nouvelle responsabilité pour constituer la coalition Diamandjiri, une coalition qui est à la 40e position sur les 40 listes déjà déclarées. Les leaders de cette coalition sont en train de confectionner les listes qui reflèteront la diversité, selon Zahra Yancham. Ce qu'il faut retenir, l'important, c'est que c'est une liste qui reflètera la diversité du Sénégal pour une meilleure prise en charge. Donc c'est une liste qui doit être responsable, c'est une liste qui sera juste là pour les préoccupations des Sénégalais et je pense que le processus se déroule normalement. Des cas de frustration pour ceux qui ne seront pas sur ces listes, c'est inhérent, nous dit Benoît Sambou. Formation politique et à toute confection de liste, ça ne faut pas manquer. Bon, maintenant, on a cette habitude. Toutes les formations politiques seront confrontées à cette situation. Bon, après les investitures, maintenant, il faudra parler aux militants et aux candidats qui n'auront pas été retenus et leur faire comprendre que c'est l'intérêt national qui est en jeu. Et pour Zahra Yancham, le plus important est que tout choix sera objectif et le candidat investi se fera au titre de la coalition. Le plus important, c'est que tout choix puisse être quand même commenté et expliqué en toute objectivité, que ce ne soit pas des choix à la tête, mais que ce soit des choix de raisons objectives sur la base de nos priorités. Ces 49 coalitions et partis politiques déclarés déjà à la DGE pour ces législatives du 17 novembre sont presque tous en réunion pour mieux ficeler les listes, avoir moins de cas de frustration à 24 heures du démarrage des dépôts des listes ce week-end. Koumba Sagnan Faye, donc, qui nous parlait du début des dépôts de listes pour les prochaines élections législatives, prévues donc à la date du 17 novembre, le dépôt donc qui débute à partir de demain. Le stade Caroline Faye de Mbour devrait abriter demain justement un concert du chanteur Wally Seck. Un bémol cependant, le moment choisi semble poser problème au vu du contexte actuel avec près de 200 fils du terroir qui ont perdu la vie en tentant l'immigration. Quelques associations ont dit plutôt non à ce show, par respect, disent-ils, aux disparus. Abdourahmane Diallo. Wally Seck n'est pas le bienvenu à Mbour pour son concert prévu samedi prochain. Des Mbourois pleurent leurs enfants perdus en mer ces 2 dernières semaines. Ndiagandoy, secrétaire général de la collectivité Lébou de Mbour. À l'état actuel, tout Mbour est en deuil. Je dirais même que le Sénégal est en deuil, puisque bien vrai que les choses se sont déroulées à Mbour, donc on a majoritairement perdu nos enfants, surtout au niveau de Mbour. Donc pour voir un artiste venir ici à Mbour, prétendre faire un concert ou bien quelque chose de ce genre, vraiment, ça ne va pas plaire aux gens. Donc nous ne sommes pas de cet avis-là. Donc vraiment, nous souhaiterions que ce programme soit programmé ultérieurement. Mais à l'état actuel où nous sommes, les gens sont en train de prier pour nos morts. Plus de 200 Mbourois qui voulaient se rendre en Europe ont perdu la vie en mer. Les habitants de la localité continuent d'organiser des séances de prière. D'ailleurs, le week-end dernier, ils ont même organisé une marche pacifique pour sensibiliser contre l'immigration irrégulière. Bakary Diémé, coordonnateur du mouvement Mbour Justice. Vous avez vu le président de la République, même la haute constitution du pays, s'est déplacé lui-même donc pour venir assister les populations, pour venir présenter ses condoléances à la population mbouroise. Maintenant, tout ce qui s'est passé, vous l'avez vu, on a enterré nos corps dans des conditions extrêmement difficiles. Avant-hier aussi, on a retrouvé une pirogue qui a été recherchée par les populations mbouroises depuis plus de 40 jours. Aujourd'hui, on nous informe qu'il n'y a aucun survivant dans ce pirogue qui transportait plus de 200 migrants. Malgré le deuil, à Mbour, les organisateurs du concert de Wally Seck continuent de faire la promotion de leur événement. Nos tentatives de
rejoindre ses organisateurs sont restées vaines. RFM. L'actualité internationale. À 12h passées de 20 minutes, nous accueillons dans ce studio Boubacar Dieng. Boubacar, bonjour. Bonjour Cheikh, bonjour à tous. Alors Boubacar, nous entamons cette page internationale avec les combats qui font rage au Soudan. L'Union africaine, l'Union européenne et les États-Unis interpellent les soutiens des deux camps. C'était en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Et comme vous l'avez dit, effectivement, c'était en marge de la 79e session des Nations unies. L'Union africaine, l'Union européenne, les États-Unis, entre autres, ont organisé une réunion qui est consacrée à la guerre au Soudan qui a causé plusieurs morts depuis le 15 avril 2023. L'objectif de cette rencontre, c'est de continuer à mettre la pression sur les parrains des deux camps de l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires du général Mohamed Hamdan Daglo dit Hameti. Plus de détails avec Haradi Silla. L'Union africaine, l'Union européenne et les États-Unis ont organisé une rencontre pour parler de la situation du Soudan perturbée par une guerre qui avait débuté le 15 avril 2023. Cette réunion a pour objectif de continuer à mettre la pression sur les parrains des deux camps, l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires du général Mohamed Hamdan Daglo dit Hameti. Dans la réunion, les organisateurs ont assuré ne pas soutenir plus le gouvernement de Abdel Fattah al-Burhan que les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Mohamed Daglo dit Hameti. Aussi de toujours viser un retour à la transition civile sur le long terme. Cependant, les initiateurs de cette nouvelle réunion ont invité l'Égypte, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis à arrêter d'être des parrains notables qui arment les deux camps. Ainsi, ils peuvent faire pression sur le terrain. Toutefois, la Russie, elle, n'était pas conviée à cette rencontre. Harisila, et lors de son discours à la tribune de l'ONU, le général Abdel Fattah al-Burhan a clairement exposé les conditions nécessaires pour rétablir la paix dans le pays. Le chef de l'armée soudanaise a affirmé que toute paix durable ne serait envisageable qu'avec la soumission totale des milices. Les conditions pour un retour à la paix demeurent donc incertaines, laissant le pays dans une tragédie continue. La guerre a fait rage donc, le choléra aussi, l'épidémie a fait plus de 400 morts au Soudan et plus de 14 000 infections selon les autorités sanitaires soudanaises. Chères. Boubacar, l'Algérie qui rétablit l'obligation de visa pour les Marocains. Les autorités algériennes en ont décidé, ainsi elles accusent leurs voisins marocains d'abuser de l'exemption de visa pour permettre à des activités criminelles de franchir la frontière algérienne. Un récit de Sodotiam. Le Maroc n'a pas encore commenté cette mesure. Il y a une vingtaine d'années, les deux pays avaient levé l'obligation de visa. L'Algérie soutient que le Maroc avait abusé de l'exemption de visa pour organiser à grande échelle des réseaux de crimes organisés et de trafic de drogue et d'êtres humains, ainsi que l'immigration clandestine et des actes d'espionnage. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, l'Algérie a également accusé le Maroc d'envoyer des espions sionistes détenteurs de passeports marocains sur le territoire algérien. Un différend sur le statut du Sahara occidental est au cœur de la détérioration des relations entre les deux pays. Le Maroc considère le Sahara occidental comme son territoire, tandis que l'Algérie accueille et soutient le Fonds Polisario qui cherche à y créer un État indépendant. En 2023, le président algérien Abdelmajid Tebboune a déclaré que les relations avec le Maroc avaient atteint le point de non-retour. Et en plus bref, pour la 5e journée consécutive, l'armée israélienne mène des frappes contre le Hezbollah. Selon le ministère libanais de la Santé, ces attaques ont fait près de 92 morts et 153 blessés. Israël va continuer à discuter des propositions de cessez-le-feu au Liban, a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahu, alors que Washington a averti qu'une nouvelle escalade ne ferait que rendre plus difficile le retour des civils dans leurs foyers du côté de la frontière. On attend de savoir s'il va confirmer ou non ses propos. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu doit s'exprimer vers 13h30 temps universel devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Cheikh, ça n'est tout pour cette page internationale. Merci à vous, Boubacar Dieng, pour le tour de l'actualité internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM.
Le point de vue de ce vendredi va s'intéresser à la sortie hier du gouvernement relatif à la situation du pays. Et comme intervenant, nous aurons le professeur Ousmane Sen, directeur du WARC, analyste politique, mais également Mamadou Sy Albert, il est journaliste, analyste politique. RFM Sport. Et c'est l'heure des sports. Nous accueillons Malal Junior Diagne a précisé qu'aujourd'hui, c'est le desk sport qui prend le pouvoir à la RFM. C'était comme hier aussi. Hein. Ah, ça fut le cas hier. Oui. On a fait des prolongations de temps additionnel comme on voulait à l'antenne. Alors, vous pouvez dérouler Malal. Et puis, nous parlons, lisons, de la qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations du Sénégal, le U20 du Sénégal, qui vise le trophée de l'UFOA, dont la finale est prévue pour demain. Demain, ce sera face à l'équipe de la Sierra Leone, une équipe qui joue physique et qui marque beaucoup de buts. Mais pour le staff sénégalais, il va falloir être prudent, concentré, avoir de la fraîcheur afin de ramener ce trophée à Dakar. Sodecham nous fait le point. La finale du tournoi de l'UFOA oppose deux nations qui ont terminé première de leur poule et sorti leur adversaire en demi-finale avec la manière. Pour la grande finale, les maîtres mots restent les mêmes du côté des Lionceaux, si l'on se fie à leur sélectionneur, Serigne Saliou Dia. On va l'attaquer dans le même état d'esprit que les autres matchs. Voilà. Prendre les matchs 1 à 1. Ce qui est particulier sur ce match, c'est une finale. Il y a eu juste 2 jours de récupération. Donc là, on accentue un peu notre travail un peu sur la régénération, sur la récupération, sur la glaciation, comme on dit. Voilà, sur à avoir beaucoup de sommeil. Je pense que ce sera le seul moyen pour être prêt ces jours-ci. Mais attention, si le Sénégal est un grand habitué de ce rendez-vous, la Sierra Leone qui va jouer sa première finale de ce tournoi reste un adversaire de taille, souligne Serigne Saliou Dia. Face à des Sierra Leone qui ont beaucoup d'expérience, qui sont entre guillemets peut-être un peu plus âgés que les jeunes. Et je pense que nous, face à leurs expériences, on devra mettre notre fougue de jeunesse, on devra mettre beaucoup d'intensité dans le jeu, on devra faire beaucoup de courses dans ce match. Et je pense que ça passe une très belle récupération. Le Sénégal, tenant du titre et champion d'Afrique de cette catégorie, compte défendre son trophée. Mais de l'autre côté, son adversaire va essayer de bousculer la hiérarchie ce samedi. Soletia, merci. Football en Europe et lutte pour terminer. Voilà. Avec les journées des championnats européens qui démarrent à partir de ce vendredi, ce soir en France. Auxerre contre l'équipe de Brest, PSG contre Rennes. En Espagne, 8e journée, Valladolid joue contre l'équipe de Majorque. En Allemagne, la 5e journée avec Dortmund qui défie l'équipe de Bochum. En Italie, la 6e journée, Lecce est en déplacement à San Siro pour y défier l'équipe de l'AC Milan. Lutte avec frappe pour finir avec le face-à-face prévu demain entre Modulo, roi des arènes, et son challenger Site. Combat prévu pour la saison à venir et ce sera en direct sur la TFM puisque Jambar Production a signé une convention de partenariat hier avec la télévision Futur Média. Ce sera donc en direct en intégralité dans les locaux de la télévision Futur Média demain après le journal de 20h. Modulo, roi des arènes, qui remet sa couronne pour la 3e fois face à des jeunes loups assoiffés de victoire. Voici qui est bien dit donc Malal Junior Diagne pour les actualités sportives. Merci. RFM Reportage. Le reportage décalé nous parle du petit déjeuner au Sénégal qui est très souvent accompagné d'œufs cuits. Cette denrée prisée a fait flamber les prix avec une hausse de plus de 50% constatée. Oumou Kalsoum Ly a pris justement son petit déjeuner dans une gargote de la place et la casquette fort. Bator est une jeune dame. Elle tient une gargote juste devant sa maison. Un petit coin bien aménagé. Sur son étal, plus de 5 assiettes remplies de succulents petits plats ornent le décor. Trouvée en train de préparer des omelettes à un client. Il se dit dépassé par la cherté des tablettes d'œufs. Nous achetons la tablette d'œufs à 3200 voire 3500 francs. Le niébé aussi coûte cher. Le kilogramme est vendu à 1200 francs. Nous sommes obligés de vendre les omelettes à 250 francs l'unité. Nous vendons à perte parce que tout est cher. Les prix ont augmenté. De l'autre côté de la rue qui mène à la rue 6, Bassirou, surnommé Basndeki, vend le petit déjeuner depuis des années. Le jeune homme est très connu dans le quartier grâce à ses plats exquis. Nous achetons la caisse de frites surgelées à 17 500 francs CFA.
c'est trop cher et même le prix de l'oignon a augmenté. Pour prendre un petit déj, je débourse 300 francs CFA. Je vous assure que j'y arrive très rarement. C'est trop dur. Ndeye Ami est venu acheter son petit déjeuner comme d'habitude. Elle se dit inquiète de la cherté de la vie. Les gens sont très fatigués, tout est cher. Vous voyez, j'ai commandé du pain et des omelettes, je devais débourser 800 francs, mais la vendeuse Bator, c'est mon amie. Elle me l'a fait à 500 francs. Mais c'est trop dur, les gens ne mangent plus à leur faim. Le petit déjeuner devient de plus en plus cher, une situation qui fait que certains ont du mal à assurer les 3 repas quotidiens. RFM, la presse du jour. La revue de presse, c'est une présentation de Seydou Nourouba. Bonjour. Les journaux de ce matin, largement revenus sur l'état des finances publiques dressé par le gouvernement. Sud Quotidien, Barassa 1, situation catastrophique et tronquée des finances publiques. L'ancien régime à la barre. Le journal fait état de plus de 2500 milliards de francs CFA utilisés sans que le trésor public ne soit au courant qu'au moment de l'effectivité. Un surfinancement de 605 milliards de francs CFA pour payer des dépenses non budgétaires. La DPG de Sonko, un sale déballage, sale et ça de zèle sur la gouvernance passée, le sort de certains proches du PM en question. C'est le titre du journal Le Quotidien qui écrit à sa page 5 Sonko lance sa campagne électorale avec des accusations contre Macky, Amadou et autres, revenant sur le point de presse du Premier ministre hier pour faire part de la situation catastrophique laissée par l'ancien régime. L'AS qui s'inscrit dans la même logique titre, Sonko démarre sa campagne avec de grosses accusations contre Macky et son régime à lire à la page 5 du journal. Sale maquillage, c'est le titre du journal L'Observateur, le journal qui revient sur les faux chiffres de l'ancien régime, les doutes des économistes, le journal qui revient sur les faux chiffres de l'ancien régime, les doutes des économistes et le niveau de risque sur l'environnement des affaires, éclairage de cadre des finances sur les 604 milliards de francs CFA de surfinancement, la dette bancaire. Ousmane Sonko annonce des poursuites contre Macky Sall, Amadou Ba, Daouda Diallo et Moustapha Ba, avant de noter la grande prudence du ministre de la Justice sur les procédures judiciaires, à lire aux pages 2, 3 et 5 du journal du groupe Futur Média. Le journal L'Info qui Barassa 1, le régime de BDF comprenait Bassirou Diomaye Faye et vante un carnage financier avec un déficit budgétaire annoncé en moyenne de 5,5% du PIB durant la période de 2019-2023, mais qu'en réalité, il a été en moyenne de 10,1%, soit près du double. À sa une, le journal Le Soleil écrit un carnage organisé revenant sur la dette, le déficit budgétaire, les écritures publiques falsifiées sur le Premier ministre Ousmane Sonko. À la une du journal Réumi, Sonko dévoile les chiffres du mal, dérive du régime sortant, le PM Sonko éventre le mensonge d'État. Toujours dans le journal critique, Pastef amorce une stratégie nationale de vengeance. Basby le jour, état des lieux, Sonko présente une épave à l'un du journal, rapportant les propos du Premier ministre. Macky Sall, Amadou Ba, Daouda Diallo et Moustapha Ba ont menti, ils vont devoir s'expliquer. Et selon le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, les responsabilités seront situées. Le Premier ministre toujours aux pages 2 et 5 du journal Basby le jour, Ousmane Sonko qui révèle que Moustapha Ba a fait des aveux. Mamadou Brakan, allié de Amadou Ba, soutient que le discours d'Ousmane Sonko n'est autre qu'un PM en campagne. Fin de citation. Avec cette situation déjà peinte d'une manière catastrophique par le régime en place, question, va-t-on vers une hausse évidente des prix des denrées de première nécessité? C'est à la une de Direct News qui va jusqu'à évoquer un ajustement structurel en gestation. Le journal fait état de Moustapha Ba, accusé d'avoir manipulé les chiffres, mais ses collaborateurs les plus proches, l'ancien directeur de la programmation budgétaire, aujourd'hui promu ministre des Finances et du Budget, ainsi que Maguette Niang, directeur général
général du Trésor et le directeur des impôts et domaines toujours en poste. Direct News de poursuivre. L'actuel ministre de l'économie, Abdourahmane Sarr, a remplacé à ce poste sa sœur Oulimata Sarr qui a communiqué avec les bailleurs pendant un an. Le secrétaire général du ministère de l'économie a été le directeur général de la planification. Dans le même sillage de la reddition des comptes, la Diop envoyé en prison, allé à la page 2 du journal L'Info qui écrit « Le sol se dérobe sous les pieds de l'ancien ministre des Sports et ex-DG de la LONASE, déféré hier par la division des investigations criminelles. Bourgi ouvre les mallettes. Nous revenons au journal Bosby le jour. Robert Bourgi, c'est de lui qu'il s'agit, le dit à qui veut l'entendre. Ils savent que je sais tout. Aux pages 6 et 7, il évoque la campagne présidentielle de 2007 avec Maître Wade. Il laisse entendre qu'Omar Bongo a fait parvenir par l'intermédiaire de Karim Wade 1 milliard de francs CFA. Le président Wade a remis une mallette de $1 million dans le bureau du secrétaire général de l'Élysée en avril 2002 pour Chirac. Nous avons ouvert des djembés contenant $3 millions de Kampaoré dans la cour de l'Élysée. Les mendiants étrangers qui envahissent les rues de la capitale. Un grand reportage du journal L'Observateur sur les sites de ces mendiants à lire à la page 11 du journal. Bonne lecture à toutes et à tous. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Nous en sommes au dernier virage de ce grand journal et c'est pour Point de vue qui est consacré à la sortie hier du chef du gouvernement, Ousmane Sonko, relatif à la situation du pays. Pour rappel, Ousmane Sonko qui accuse le régime sortant d'avoir englouti près de 2000 milliards de francs CFA sans aucune traçabilité. Et pour en parler, nous recevons le professeur Ousmane Sène, directeur du WARC, par ailleurs analyste politique. Bonjour, M. Sène. Bonjour. Merci et bienvenue à vous. Merci de m'avoir invité là pour répondre à vos questions. Je vous en prie, monsieur. Et puis, comme deuxième intervenant, nous avons M. Mamoudou Albert, un habitué également de la RFM. Il est journaliste, également analyste politique. Bonjour, M. Si. Bonjour. Alors, vous avez certainement suivi hier la conférence de presse du Premier ministre Ousmane Sonko qui a évoqué, disons, une certaine somme dont la traçabilité est en tout cas réclamée par les nouvelles autorités. Alors, M. Sène, Ousmane, dites-nous déjà quelle analyse faites-vous de cette sortie du Premier ministre Ousmane Sonko? Écoutez, Ousmane Sonko Diomaye, c'est eux qui sont actuellement au pouvoir. Ils ont la responsabilité de mener le Sénégal à bon port et d'essayer de trouver des solutions à divers problèmes. Qu'ils fassent l'état des lieux après avoir pris le pouvoir, c'est tout à fait normal. Maintenant, ce qu'il faut dire, et avec prudence, c'est que nous avons affaire à des accusations. Ce qu'on appelle en Wolof Touma. Jusqu'à preuve du contraire, ce qui a été dit et mis sur la table, il va falloir le prouver. D'autant plus que les montants sont exorbitants. 2000 milliards, on ne peut même pas rêver ce que c'est dans la poche d'un individu. Clairement. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont posées sur la table, mais il va falloir prouver quand même. Ce qui pousse certains à dire, est-ce que c'est une campagne déguisée? Est-ce que le timing est bon et ne correspond pas à l'échéance du 17 novembre? Autant de spéculations au niveau des observateurs et au niveau des journalistes eux-mêmes, ainsi qu'au niveau des politiques. Voilà. Alors, monsieur Albert, je vous interpelle là-dessus sur cette sortie, disons, du Premier ministre Ousmane Sonko. Pensez-vous véritablement qu'il lui revenait à lui-même, Ousmane Sonko, de déballer les choses de la sorte? Autant laisser la place, à la limite, à la justice de faire son travail, puisque certains ont évoqué également ce cas-là. C'est pas à la justice de dire l'état réel des finances publiques. C'est pas à la justice qu'on a confié les destinées de notre pays. Ouais. Ousmane Sonko est un premier ministre qui a la confiance du chef de l'État. Ousmane Sonko est un leader politique. Il a la responsabilité politique aujourd'hui de mettre en œuvre la politique telle que définie par le chef de l'État. On ne peut pas lui reprocher cela.
On ne peut pas... Lui reprocher cela, vous dites. C'est bien ça. Comment? On ne peut pas lui reprocher d'avoir dit les choses comme telles lors de sa conférence de presse. Mais c'est la responsabilité politique. C'est lui le chef de gouvernement. C'est lui qui a la confiance du chef de l'État pour conduire. Là, ce qui est important, c'est que c'est le chef de l'État et son équipe qui ont fait l'état des finances publiques. Et il n'y a pas mieux qu'un Premier ministre pour aller rendre compte à l'opinion par le biais de la presse quel est l'état des finances publiques. Donc sur ce plan-là, politiquement, je pense que Ousmane Sonko assume une responsabilité politique qui n'est pas du tout de la responsabilité de la justice ou des organes de justice. Ça, c'est une autre affaire. Maintenant, sur l'état réel des finances publiques, ce qu'ils ont dit, c'est d'une gravité extrême. Il ne faut pas que les gens se banalisent. Il y a une mauvaise gestion des finances publiques. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir comme message principal de cette communication du gouvernement. Est-ce que là, on peut prendre, disons, comment ça s'appelle, les propos du Premier ministre comme parole d'évangile? Mais il n'y a pas de parole d'évangile. Macky Sall était chef de l'État. Il a dirigé ce pays pendant 12 ans. La parole de Macky Sall, c'est la parole du chef de l'État. Et là, vous avez la parole du Premier ministre qui est le porte-parole du président de la République. Donc c'est l'État qui a parlé à travers un Premier ministre. C'est pas une question de parole d'évangile, c'est une parole de l'État. L'État a fait des audits, l'État a fait des rapports. Ousmane Sonko n'a fait que rendre public le résultat des audits et des enquêtes. Et je crois que ça, il faut quand même bien distinguer la personne Ousmane Sonko et l'État. C'est l'État qui a pris la parole, qui a dit aux Sénégalais quel est l'état du pays. Maintenant, chaque Sénégalais au moins a les informations telles que l'État les a trouvées, telles que l'État entend aussi rendre compte de son exercice. Justement, je reviens au professeur Ousmane Sène qui a parlé en premier. Alors, M. Sène, cette sortie en tout cas du Premier ministre qui se déroule à la veille justement des législatives annoncées à la date du 17 novembre prochain, ne ressemble-t-elle pas, à votre avis, à une campagne déguisée du régime actuel pour mettre en mal peut-être l'opposition déjà en mauvaise posture? Oui, il y a beaucoup de gens qui regrettent cela, mais de toute façon, la reddition des comptes n'a pas besoin de timing pour se faire. Moi, il y a deux observations que je devrais donner. Premièrement, ça a beau être le Premier ministre, c'est-à-dire le représentant de l'État qui a mis ces chiffres-là sur la table, mais quand même, en ce qui concerne la justice, il va falloir vérifier et confirmer la véracité de ces statistiques, de ces chiffres, pour pouvoir condamner ceux qui ont fauté. Parce que ceux qui ont fauté doivent être condamnés. Mais on attend qu'il y ait des preuves irréfutables établies par une procédure judiciaire pour véritablement dire que celui-là ou celui-là a fait tel ou tel. Le reste, la proximité avec la date du 17 novembre, oui, fait penser à des gens que s'il y a aussi quelque part du politique là-dedans. Mais aussi c'est de bonne guerre. La politique, c'est essayer de faire tout pour pouvoir mettre votre adversaire dans une position désavantageuse. Tout à fait. Bon, si c'est ça, il y a certainement, on ne peut pas enlever la dimension politique, la dimension faire en sorte qu'on soit dans une position avantageuse pour le 17 novembre, mais là aussi c'est de bonne guerre dans le jeu politique. Et voilà, on ne peut pas reprocher à un homme politique qui de surcroît a le pouvoir de ne pas faire ce qu'il estime devoir faire pour faire en sorte que les billes sont de son côté. Allez-y, développez. Oui, à nouveau, je répète, la reddition des comptes est quelque chose qui doit se faire. Non seulement ça a été la promesse de l'équipe de Diomaye, mais même c'était une équipe qui venait et qui ne promettait pas, on ne peut pas laisser libre quelqu'un quand même qui se la coule douce avec de l'argent qui lui appartient pas. Je ne fais même pas cette comparaison par rapport aux problèmes du pays, même s'il n'y avait pas de problème, il faut rendre compte. Mais quand vous faites une passation de service, il y a un certain nombre de documents que vous signez et que celui qui vient à votre place signe et que l'on vérifie, etc., etc.
C'est une procédure et un processus normal. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a en dessous sur le plan politique? Vous le savez, un jeu politique est un jeu politique et il y a toujours des en dessous. Bon, maintenant, il faudrait que tout ça soit déblayé et qu'on y voit un peu plus clair, parce que jusqu'à présent, on a des discours, on n'a pas des faits posés sur la table, d'où la posture du ministre de la Justice qui a quand même rassuré les Sénégalais en disant que tout cela, si vous voulez, c'est des suspicions, c'est des choses qui ne sont pas établies et que très minutieusement, tout cela sera tamisé par la justice pour pouvoir établir les responsabilités et établir la véracité des faits. Donc ce discours d'un ministre de Ousmane Sonko qui était assis à côté de Ousmane Sonko et que Ousmane Sonko a laissé parler, c'est plutôt rassurant. On va voir maintenant ce qui va suivre. Ce qui va se passer, puisque vous l'avez annoncé tout à l'heure, le ministre de la Justice était déjà sur les lieux, en tout cas pour participer à cette conférence de presse, pas de chasse aux sorcières, mais le travail sera fait pour permettre en tout cas aux Sénégalais de retrouver cette manne financière qui semble en tout cas lui échapper. Près de 2000 milliards, 1800 milliards exactement. Donc j'en reviens à vous, monsieur Mamadou Sy Albert. Alors, on parle de traçabilité. Comment est-il possible, à votre avis, de faire fuiter toute cette somme-là sans que cela ne puisse se savoir ou alors sans que cela ne soit retracé? Comment faire maintenant pour essayer de retrouver cette somme dont a parlé hier justement le Premier ministre Ousmane Sonko lors de sa conférence de presse? En tout cas, du point de vue de la traçabilité, on peut dépenser de l'argent public sans laisser de traces. C'est ce qu'on a vu par rapport à la corruption depuis des décennies. C'est via les marchés publics. Tout le monde sait comment ça fonctionne, hein? La surfacturation, le détournement d'objectifs, la manipulation des chiffres. Ça, c'est un mal qui est là depuis des années. L'État essaye de lutter. Mais malheureusement, notre État n'a pas encore trouvé les mécanismes pour lutter contre la corruption, la grande corruption particulièrement. C'est ça qui explique qu'on se retrouve devant la situation actuelle. Maintenant, il ne faut pas aussi se cacher la vérité. C'est que les chiffres, c'est le talon d'Achille de notre administration. On a des problèmes pour avoir des chiffres fidèles, pour avoir des statistiques réelles. Ça a été notre faiblesse. Et là, on le voit à travers le camouflage de la croissance, de l'endettement, des déficits. C'est sur le plan politique qu'il faut essayer de comprendre comment cela est arrivé. Il y a eu une mauvaise gestion, il y a eu une mauvaise conduite, et je crois que les responsabilités maintenant sont partagées. Comment mettre fin à cette situation-là? Mais il faut qu'on revienne aux règles. La bonne gouvernance, elle existe. Elle a ses mécanismes de fonctionnement, mais tant qu'on n'acceptera pas de soumettre l'administration aux règles de la bonne gouvernance, on aura toujours ces problèmes. J'espère que le nouveau pouvoir a pris des engagements de dire la vérité. Je pense qu'il faut commencer par ça. Dire la vérité. Dire les vrais chiffres. Dire les erreurs. Faire des diagnostics sans complaisance. Si on arrive à avoir une bonne moralité, une bonne éthique de la gestion des biens publics, je pense que le Sénégal doit sortir de ce cycle-là, et je crois qu'il ne faut pas désespérer. Les Sénégalais sont assez conscients aujourd'hui du bien public. Il faut maintenant que les administrateurs soient à la hauteur de leurs responsabilités politiques. Alors justement, quelle devrait être maintenant la posture, disons, du pouvoir sortant face à de telles accusations? Comment devrait-il plutôt se comporter face à une situation qui peut-être semble lui mettre mal à l'aise? Ousmane Sène, à vous la parole. Alors, ils ont deux possibilités. Soit se mettre devant les médias, tenir des conférences de presse, et preuve à l'appui, réfuter les chiffres qui ont été donnés, réfuter les arguments et les faits qui ont été avancés. Ils peuvent aussi avoir une autre attitude qui consisterait à dire, comme on m'accuse de ceci ou de cela,
j'attends qu'on me convoque et moi je donne mes preuves et je prouve que je n'ai rien fait. De toute façon, quelles que soient les circonstances, il leur faudra rendre compte. Toute personne qui sera citée et qui sera convoquée devra aller rendre compte. Maintenant, est-ce qu'ils vont se mettre aussi en campagne, compte tenu de la prochaine campagne électorale qui vient, pour pouvoir réfuter ces arguments? J'ai entendu Abdoumbaou hier. Ou est-ce qu'ils vont garder profil bas, avoir la conviction de n'avoir rien fait de mal et le prouver devant les tribunaux? Ça, c'est à eux de prendre, si vous voulez, l'attitude qui serait la plus idoine, la plus appropriée, en tenant compte du fait qu'ils sont des acteurs politiques et ils ont intérêt à véritablement ménager leur profil par rapport à la perception ou la lecture que le public se fera puisque finalement, le 17 novembre, c'est les Sénégalais qui vont voter. Qu'est-ce qu'ils pensent de ça? Qu'est-ce qu'ils ont eu comme argument contraire qui puisse les conforter? Tout ça, c'est des enjeux qui sont sur la table et ces acteurs-là devront en tenir compte. Voilà, merci. Merci à vous, professeur Ousmane Sène. Je rappelle que vous êtes le directeur du WARC, analyste politique. Merci également à Momoursi Albert, journaliste, analyste politique. Merci à vous de nous avoir accordé un peu de votre temps pour parler de cette question essentielle qui intéresse les Sénégalais. Merci à Aliouba qui a assuré la réalisation, alors la technique de ce journal. La réalisation, il y avait El Hadj Ndiogoudien. Merci à vous d'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur la RFM. Tout à l'heure, justement, vous retrouverez El Hadj Ndiogoudien pour la version Wolof du journal. Très bon week-end à vous. Ciao.